Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue dans votre édition de la mi-journée. Voici les titres de ce journal. L'axe Yamoussoukro-Libreville se renforce. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba vient d'effectuer une visite en Côte d'Ivoire. Au menu, signature d'accords dans divers domaines et point de relations bilatérales entre les deux pays. Nous irons également au Maroc où environ 7000 participants venus de plus de 90 pays sont réunis à Marrakech pour faire le point sur les principales avancées en matière des droits de l'homme dans le monde. Cette deuxième édition du Forum mondial des droits de l'homme se tient du 27 au 30 novembre. Voilà pour les titres de cette édition. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la première chaîne panafricaine. Nous ouvrons ce journal sur le Burkina Faso où le Conseil national de transition qui fait office de parlement intérimaire a tenu ce jeudi sa première session. Il s'est choisi son président, la personne de Si, journaliste, patron du journal Pendré. L'actualité au Burkina toujours où le premier ministre de transition Isaac Zida a affirmé ce jeudi que le dossier Sankara, le père de la révolution burkinabé, assassiné en 1987, dans des circonstances jamais élucidées, serait entièrement réouvert et que le Burkina Faso allait demander au Maroc l'extradition du président déchu Blaise Compaoré. Il n'y a pas d'accord d'extradition entre les deux pays. Nous poursuivons avec l'actualité. L'axe Yamoussoukro-Libreville se renforce avec la visite du président gabonais Ali Bongo Ondimba. Il faut noter que ces accords ont été signés dans divers domaines. Une occasion également de faire le point des relations bilatérales entre les deux pays. La signature de 5 accords bilatéraux sur les 27 qui vont être signés au cours de cette visite officielle. Il s'agit notamment de l'accord cadre de coopération, de la suppression du visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, de services ou officiels. Les présidents Alassane Ouattara et Ali Bongo, à l'issue de la signature de ces accords, ont dit leur joie de se retrouver à Yamoussoukro pour célébrer et renforcer les excellentes relations entre les deux pays. Ces relations ne sont pas seulement personnelles et politiques, mais elles sont également économiques et commerciales. D'ailleurs, l'évolution des échanges entre nos deux pays au cours de ces 5 dernières années le démontre. Nous avons multiplié nos échanges littéralement par 10, passant de 40 milliards à 400 milliards au cours de ces 5 dernières années. Cela montre le dynamisme de nos relations, non seulement au niveau des gouvernements, mais également au niveau du secteur privé. Souvent, malheureusement, on ne s'arrête qu'aux mauvais exemples. Et les bons exemples africains, ils existent. Et la Côte d'Ivoire est un de ces exemples-là. Donc, il faut que nous puissions aussi nous inspirer et nous soyons ensemble pour pouvoir continuer à aller de l'avant pour le bénéfice de nos populations. Les deux chefs d'État se sont mutuellement félicités de la bonne tenue de leur économie respective avant de réaffirmer leur convergence de vues sur les questions liées à la bonne gouvernance, une des clés du développement. Et nous en venons maintenant à cette conférence de presse. Le président guinéen Alpha Condé était devant la presse nationale et internationale. Devant les hommes de médias, il déconseille les regroupements de rue en cette période d'Ebola. Une occasion également pour lui d'appeler ses concitoyens à plus de prudence. Le président de la République a décidé de surseoir à toute manifestation qui pourrait provoquer l'expansion de cette épidémie. Pendant les périodes de l'Ebola, je n'ai accepté aucune manifestation, ni de la mouvement, ni de l'opposition. Nous avons reporté les festivités à Mamou à cause de l'Ebola. Je n'accepterai pas. Si la majorité veut manifester, je vais appliquer la loi anti-casseurs et les frapper. Si c'est l'opposition, c'est la même chose. Il n'est pas question que les gens fassent la pagaille. Aujourd'hui, tout le monde va se battre. Les gens sont au Parlement. C'est au Parlement qu'ils doivent discuter. Pourquoi, quand ils sont au Parlement, on va utiliser la rue? Je préviens tout le monde. La loi anti-casseurs, c'est moi qui l'ai fait. C'est vous qui l'avez fait contre moi. Hein? Bon. Bon, c'est une loi qui existe. On va l'appliquer. Vous savez que si vous avez convoqué une manifestation qui a des dégâts, c'est vous qui payez. En ce qui concerne la politique, le président de la République a précisé qu'il se réserve pour le moment. Ma préoccupation première est de bouter la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée, martèle le chef de l'État. Nous allons démontrer que c'est qui ont mis la Guinée à terre. On va commencer. J'attends que l'Ebola finisse. Parce que pour le moment, je ne fais pas de politique. Je m'occupe de l'Ebola.
Macron va faire la politique. Et si on fait la politique, ce sont les nains politiques. Je vous assure, ce sont des nains politiques. Peut-être que vous êtes plus politique qu'eux. Et ça, ces politiciens-là qui ne comprennent rien. Les gens qui parlent d'économie ne comprennent rien. Ils jouent à l'économie, des petits comptables. On va démontrer qu'ils ne connaissent rien. Ce n'est pas de faire du bruit là sur des radios. La gestion, on sait c'est quoi. Il faut faire du bruit, macroéconomie, microéconomie, etc. Bon, on raconte n'importe quoi. Depuis que la Guinée est Guinée, on n'a jamais pu mener à bout un programme du Fonds monétaire. Ces grands économistes-là, depuis qu'ils ont mené, parce qu'on n'a eu jamais de PPTE. Les gens ont eu 10 ans avant nous. Nous restons toujours en Guinée où le président François Hollande est attendu aujourd'hui. Une étape sur sa route vers le sommet de la francophonie à Dakar. En Guinée, justement, le président français doit faire le point sur le dispositif de lutte contre le virus Ebola. La France se veut en première ligne contre la maladie en Afrique de l'Ouest. François Hollande attendu à Conakry sur le front anti-Ebola. De l'aéroport international jusqu'au centre-ville, le portrait du président français est affiché dans les rues de la capitale guinéenne, à côté de celui de son homologue Alpha Condé. C'est une opportunité pour les Guinéens, un chef de l'État comme François Hollande, de venir nous visiter, surtout au moment que nous souffrons avec la maladie Ebola. Donc dans les cas, tout ça, là, ça va nous faire beaucoup de choses. Une visite forte en symbole, car c'est la première d'un chef d'État non africain dans l'un des pays frappés par Ebola. Qui plus est, celui où l'épidémie est apparue en décembre 2013. Le déplacement de François Hollande doit permettre de faire le point sur le dispositif mis en place pour lutter contre le virus. Paris a décidé de concentrer son action en Guinée avec un engagement de 100 millions d'euros. Il n'y a jamais eu de vide pour l'appui en tant que de la coordination auprès de la France. Et nos premiers thermoflash que nous avons eu à utiliser dans ce pays pour faire le filtre dans les hôpitaux ont été donnés par la France. La France participe notamment au financement de 4 centres de soins en Guinée. Aujourd'hui, cet État d'Afrique de l'Ouest est le 3e pays le plus touché par le virus après le Libéria et la Sierra Leone. Selon le dernier bilan de l'OMS, 1260 personnes sont mortes en Guinée depuis un an. Direction la ville de Marrakech au Maroc où s'est ouvert le 2e Forum mondial des droits de l'homme. Dans le message royal, Sa Majesté le roi Mohamed VI y appelle à l'implication de l'Afrique dans l'amélioration du cadre légal international. Environ 7000 personnes participent à ce 2e Forum des droits de l'homme. Le forum se tient dans le sillage de changements mondiaux et requiert des réponses globales. Dans son message, Sa Majesté le roi Mohamed VI annonce d'emblée que de nouveaux défis interpellent la communauté internationale et que l'universalité des droits de l'homme ne saurait être sujet à des mises en cause. Point principal de ce message, l'appel du souverain à l'intégration de l'Afrique dans l'enrichissement du droit international des droits de l'homme. L'Afrique ne peut plus rester simple consommatrice de normes internationales conçues en son absence. L'Afrique ne peut plus être invariablement le sujet des rapports internationaux et l'objet inextricable des évaluations extérieures. L'Afrique est suffisamment mûre pour tenir toute la place qu'elle mérite dans l'architecture mondiale des droits de l'homme et y assumer pleinement son rôle. De même, une autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination, organe constitutionnel, devrait être installé prochainement. Et tout l'auditoire s'est encore mis debout pour applaudir à tout rompre l'annonce de la déposition au début de cette semaine des instruments de ratification par le Royaume du protocole facultatif de la Convention internationale contre la torture et autres traitements inhumains, cruels ou dégradants en vue de la mise en place dans les prochains mois d'un mécanisme national de prévention. Le Maroc deviendra ainsi, précise Sa Majesté le Roi, parmi la trentaine de pays disposant d'un tel instrument.
Et cap sur le Mali où le groupe de réflexion et de conscience à travers le comité de soutien au professeur Ibn Omar Mohamed Saleh était ce jeudi face à la presse. L'objectif de cette rencontre était d'informer l'opinion sur les assassinats politiques en Afrique, notamment le cas du professeur Ibn Omar, enlevé le 3 février 2008 au Tchad. Par cette occasion, le fils de la victime réclame des éclaircissements sur la disparition de son père. Et à ce sujet, je vous invite à écouter quelques réactions au micro d'Abdoulaye Maïga et de Ramassissi. Il y a une commission d'enquête a été mise sur pied et la commission d'enquête a rendu ses conclusions. Elle a établi que la disparition du professeur Ibni incombe à la garde présidentielle du président Déby. Donc depuis, la justice piétine et puis elle a même fini par délivrer un non-lieu. Et notre avocat, c'est lui qui a été nommé ministre de la Justice, il est devenu l'avocat du bourreau du professeur Ibni et il a délivré son non-lieu. Donc nous continuons à nous battre. Et puis nous avons saisi essayé d'amorcer d'autres initiatives auprès de la justice. Nous avons saisi le comité contre la torture de New York, défini par la Convention contre la torture de 1984 et ratifié par le Tchad. Nous avons aussi saisi le Conseil des droits de l'homme en Suisse, qui est un organe intergouvernemental du système des Nations Unies pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés par le gouvernement tchadien. Nous avons aussi saisi le procureur pour qu'il saisisse la Cour pénale internationale afin d'enquêter pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité selon les articles 5, 7 et 8 du statut de Rome. Et c'est pour faire en sorte que dans l'avenir, que nous puissions partout en Afrique et travailler pour la mémoire de tous ceux qui se sont dressés de toutes les tailles pour la dignité de notre continent. Et par là, nous parlons du président Modibo Keïta, du président Thomas Sankara, de Sylvanus Olympio, des deux Cabral du Mali et de la Guinée-Bissau. On peut tuer un homme mais pas ses idées. Démarrage hier à Bamako de l'atelier de validation de la stratégie Mali numérique 2020. L'enjeu est de faire du Mali un pilier de l'économie numérique en Afrique de l'Ouest. Et des experts se réunissent hier et aujourd'hui dans la capitale malienne pour enrichir la stratégie et l'améliorer avant son adoption définitive. Plus de détails avec Daouda Kamati et Daouda Doumbia. Aujourd'hui, à l'heure du numérique, le Mali reste largement au bas de la passerelle avec un rang peu flatteur de 181e place sur 193e au niveau mondial. Justement, c'est ce qui explique tout l'enjeu de cet atelier sur le document sur la stratégie de l'économie numérique qui se révèle être comme un plan Marshall pour le taux numérique au Mali à l'horizon 2020. Nous avons l'opportunité dans le cadre de cet atelier de contribuer à la réalisation de cette ambition. Il s'agit alors pour vous d'examiner les orientations stratégiques, les modalités de sa mise en œuvre, en s'assurant que les objectifs clairs et chiffrés qui seront proposés soient réellement atteignables en 2020. Le numérique offre aussi des possibilités uniques pour répondre aux importants défis actuels de notre pays. Pour les partenaires, notamment le groupe de la Banque mondiale et le PNUD, cette initiative de l'État malien pour le numérique va permettre de réduire la fracture numérique et rapprocher les populations davantage, permettre une meilleure efficacité des secteurs de l'éducation, de la santé et créer des emplois qui, à ce jour, est de 31 000 et pourrait atteindre 53 000 emplois en 2020, selon le document. Aussi, le numérique va répondre aux attentes des populations et favoriser un développement harmonieux et soutenu du pays. Pour le Premier ministre Moussa Mara, le développement du secteur du numérique va abolir le temps et dépasser la distance. Nous sommes un pays qui est vaste et étendu, où les distances coûtent cher en termes de gestion. Ces technologies permettent de rendre les distances non impactantes en termes de coûts, donc de dépasser les distances. Elles permettent aussi d'abolir le temps, de faire en sorte qu'on puisse contribuer, créer, diffuser, consommer en tout temps et en tout lieu. Du savoir, de l'intelligence et de la valeur. Dans ce document soumis à la loupe des experts, 6 axes stratégiques se dégagent pour améliorer le secteur du numérique au Mali, dont généraliser l'accès aux services numériques, développer la production et l'offre de contenu numérique, développer et diversifier les usages et services numériques, développer l'industrie locale du numérique, constituer le capital humain et enfin instaurer la confiance numérique.
Et avant de refermer cette édition, parlons de l'exécution du programme Elevate SES qui se poursuit à Bamako. Ce jeudi, le ministre malien de l'Emploi et de la formation professionnelle a rendu une visite aux jeunes techniciens en formation sur le métier d'installation de la télévision numérique terrestre. Aminata Mariko, Daouda Doumbia pour le compte-rendu. Via satellite, la plateforme TNT Sat Africa diffusera des télévisions nationales ainsi que certaines chaînes privées dans les normes prescrites par l'Union internationale des télécommunications UIT. Une révolution qui nécessite l'adaptation des équipements et la formation de ressources humaines qualifiées dans le domaine. D'où cette formation pratique des 3000 jeunes techniciens et électriciens maliens recrutés sur l'ensemble du territoire avec le concours des structures techniques du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. La partie pratique consiste à montrer aux stagiaires comment monter d'abord une antenne, comment pointer l'antenne, les différentes techniques de base qui permettent de pointer le satellite et comment optimiser son signal, comment avoir un bon niveau de signal. Comme on le dit en théorie, le numérique va nous envoyer une qualité meilleure d'image et de son et tout ça passe par une bonne installation. Donc la partie pratique consiste à vraiment assembler l'antenne, pointer l'antenne en faisant l'élévation et l'azimut. Et aussi une partie importante de la pratique, c'est comment acheminer le câble jusqu'à l'intérieur du salon. Pour réussir ce bouleversement, le gouvernement s'appuie sur le partenariat public-privé. Tout à fait, je pense qu'on a fait un grand pas parce qu'on est en train d'anticiper. Et je pense que nous avons peut-être plus de 6 mois d'avance quand même sur la plupart des gens qui peut-être peuvent attendre la dernière minute pour faire la transition. Je pense aussi que cette transition, c'est aussi un partenariat très important entre le public et le privé à travers ce groupe-là et puis les structures relevantes du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Ça démarre déjà très très bien. Donc je pense que c'est une bonne chose, sans compter que le ministère de l'Emploi est là aussi pour favoriser tout ce qui est création d'emplois. Et je pense qu'avec 3000 postes qui seront pourvus dans le cadre de l'auto-emploi, je pense que c'est quelque chose de très intéressant pour l'atteinte des 200 000 emplois durables promis par M. le Président de la République. Cette formation ouvrira également des opportunités d'emploi. Cette initiative en PPP, comme on le dit, ne fait que booster et nous permettre d'atteindre nos objectifs. Nous sommes très heureux d'accueillir cette formation parce que nous savons qu'au bout, nous avons 3000 jeunes qui pourront, dans le cadre de l'auto-emploi, quand même s'installer pour leur propre compte, donc créer un emploi individuel. Pour le PDG de TNT Sat Africa, les enjeux sont énormes. Partenariat public-privé, engagement, tout ce que nous pouvons faire en tant que compétence et en tant qu'apport de partenariat pour la transition numérique, en tout cas pour le Mali et les autres États africains, tel est notre but. Donc nous ne pouvons qu'être contents d'avoir l'opportunité d'offrir aux jeunes Maliens une formation qui seront, selon le Premier ministre, des auto-entrepreneurs. Nous sommes en discussion avec la NPE et la PEJ et les autres structures pour que cela soit réellement. Parce qu'il n'y a pas que la transition numérique télévisuelle, il y a aussi le Mali 2020 en numérique. Donc notre projet s'intègre dedans puisque nous allons aussi, si nous avons les autorisations, pouvoir offrir de l'Internet partout au Mali. C'est donc bien parti pour relever le défi de la transition vers le numérique terrestre au Mali. Voilà, et c'est sur ce partenariat public-privé que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Africa Télévision.